Bonjour à tous et bienvenue enfin dans cette critique des abonnés de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques vidéos de ça. Je vous remercie à tous d'avoir participé en masse. Je sais plus, il y a au moins entre 300 et 400 commentaires, 300 et 400 critiques. C'est génial que vous ayez participé, que même vous ayez plébiscité ce format. On va l'essayer, ça va être sympa. Je pense que ça va bien se passer, ça va bien se dérouler. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai dû en sélectionner malheureusement pas beaucoup, parce que sinon la vidéo durait 4 heures et il faut vraiment pas que ce soit rébarbatif. Donc j'ai décidé d'en prendre entre 15 et 20 et de prendre des points différents, puisque souvent c'est vrai que ça se répète, c'est pas de votre faute mais c'est comme ça, et pour essayer de faire une critique constructive et surtout que les arguments ne se répètent pas, pour pas que ce soit ennuyeux. Voilà. Donc j'ai pris dans chaque critique une phrase, deux phrases, trois phrases de ce qui me semblait important. Donc vous étonnez pas si ceux que je vais citer comme critique, les propos vont être un peu tronqués et coupés, mais ça c'est normal. Et j'ai pas fait non plus de capture écran parce que c'était un peu trop long. Il fallait que je prenne chaque capture et en faire et effacer, etc. Donc c'était interminable et c'est pas très intéressant au final. Il vaut mieux que je vous les lise, ça va être très rapide. Et moi, je fais un petit ping-pong argumentaire, j'argumente derrière, comme je vous l'avais dit également. Deuxième chose, on va évacuer tout de suite le problème Jar Jar Binks parce que 95% des critiques que vous avez postées, clairement, sont anti-Jar Jar Binks et je pense que vous avez totalement raison. Moi aussi, je suis anti-Jar Jar Binks. C'est pas que c'est pour moi le pire personnage de l'histoire du cinéma, mais quand même, quand on voit maintenant, quand il y a des comic relief dans les films, je sais pas si tu vois un peu comment on qualifie ça, on dit « Ah ouais, non, c'est le truc à la Jar Jar Binks », tu vois. C'est-à-dire que Jar Jar Binks a une telle détestation dans l'histoire du cinéma en tant que personnage, que maintenant, voilà, quoi, on qualifie les comic relief ratés de Jar Jar Binks, quoi, voilà. Et à juste titre, parce que dans La menace fantôme précisément, c'est clairement raté, quoi. C'est-à-dire que je comprends l'intention de Lucas de vouloir faire un truc marrant pour toucher les enfants, mais même les enfants, ça les a même pas fait marrer, Jar Jar Binks. Le problème, parce que c'est un personnage stupide, il est super agaçant, super agaçant. Et le truc, c'est que même les acteurs eux-mêmes qui jouent des fois avec Jar Jar Binks et tout, enfin en tout cas avec la doublure avec Ahmed Best, tu sens qu'ils sont saoulés. Tu vois, il y en a beaucoup qui le comparent à C3PO, je suis absolument pas d'accord. Parce que C3PO, même si oui, des fois il pouvait être agaçant, mais il est agaçant dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'il sert les scènes comiques et surtout, c'est un robot qui parle énormément de langues, donc il est quand même intelligent. Que Jar Jar Binks, il est totalement con, quoi. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, de le voir dans La menace fantôme, c'est super relou. On rêve, c'est vrai. Et je crois qu'il y a des fans d'ailleurs sur internet qui ont fait un fantôme, La menace fantôme spécial en enlevant toutes les scènes de Jar Jar Binks. Et ils ont bien fait parce que c'est vrai que c'est juste insupportable, quoi. Donc Jar Jar Binks, voilà, on n'en parle plus, c'est bon, c'est évacué. C'est le gros point noir de ce film, ça c'est clair. Alors, cette critique donc va se découper en trois parties. La première partie, ça va être le contexte dans lequel La menace fantôme est sortie. Après, il y aura les critiques positives et ensuite, il y aura les critiques négatives et mitigées. Alors, on commence tout de suite par Gabriel Godin, qui nous dit que Star Wars est fun, avec des idées nouvelles plus axées sur la politique, mais qui n'est pas un navet non plus. Comme beaucoup de fans hardcore aiment à le penser, c'est un bon début de bonne base pour l'histoire d'Anakin. Alors moi, je vais retenir là dans ta critique le mot fan hardcore. Et c'est vrai qu'à l'époque où c'est sorti, c'est important de le signaler, il avait été très très mal reçu. Et certains continuent encore à penser que c'est une grosse bousasse, d'ailleurs on va le voir un petit peu après. Mais il faut voir quand même que à l'époque, c'était la catastrophe. Je me souviens d'un documentaire sur Canal où ils s'étaient rendus à un cinéma de près de Los Angeles où ils avaient filmé en fait des gens qui campaient devant le cinéma super excités, qui n'avaient pas du tout vu le film. Et puis à l'époque, Internet, c'était pas encore bien, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, donc on pouvait pas voir toutes les critiques et tout ça, donc on y allait un peu comme avant, c'est-à-dire en sachant rien du film et ça y est, c'est parti, quoi. Et les gens, donc ils sont filmés à l'extérieur comme des fous, à l'intérieur ils rentrent, ils sont comme des dingues avec les sables laser, le texte déroulant arrive, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, waouh, t'entends des waouh partout, c'est incroyable, c'est la folie. Et puis au fur et à mesure du film, tu vois les gens s'affaisser dans leur siège, quoi, et qui s'ennuient et qui sont là et qui font oh là là, quelle catastrophe, c'est horrible. Et on les filme à la sortie de la salle et là c'est le tollé général, quoi. C'est-à-dire que là tout le monde est super énervé. Il y en a ils pleurent, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont, enfin bon, ça a été une réception critique, mais alors catastrophique.
en antinomie un peu avec la réception au box-office qui, elle, a été pas plutôt super fructueuse pour Lucasfilm et la Fox, mais en tout cas, voilà, la réception était catastrophique. Les gens, les gens qui avaient grandi avec le 4-5-6, pas forcément les fans hardcore, hein, mais aussi d'autres qui avaient grandi avec le 4-5-6, étaient catastrophés, etc. C'est pas ce qu'ils voulaient voir, etc. Moi, personnellement, j'étais plutôt content, même si j'avais quelques réserves sur le film, mais j'étais content en tout cas de ne pas voir une réplique du 4-5-6. Ça m'intéressait pas vraiment de revoir une énième aventure d'un autre Jedi qui irait sauver je ne sais qui. Ça m'intéressait pas, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment autre chose. Et pour le coup, je l'ai eu. Et voilà, même s'il y a plein de défauts, j'ai toujours accordé le crédit à Lucas, et ça depuis le début, qu'au moins, il y a une tentative de maîtriser l'univers Star Wars, mais tout en faisant autre chose. Voilà, en tout cas. Et pourtant, j'étais fan hardcore aussi. Alors, Philippe Hainaut, apparemment, toi, tu as vu le film en 99, tu es un grand fan de Star Wars, etc. Tu dis, j'en demandais peut-être beaucoup à George et qu'il était impossible de retrouver intact ses émotions de gosse. Peut-être valait-il mieux voir en Matrix qui sortait cet été-là et qui fut une vraie claque et un film très innovant, le Star Wars des années 2000. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'était le Star Wars des années 2000 Matrix parce que tout simplement, pour moi, ce sont deux univers, mais totalement différents, puis deux genres aussi totalement différents. Tu as quand même un space opéra d'un côté et un film pur science-fiction d'un autre côté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand Matrix est sorti, c'est le film sorti de nulle part, personne ne l'attendait. Il arrive, il crée une folie, mais intégrale. C'est-à-dire que là, Matrix, à l'époque, c'était, je me souviens, dans les années 2000, c'était complètement fou, quoi. En tout cas, enfin, c'est sorti en 99. Mais c'est pas que ça a remplacé Star Wars, mais disons qu'on en a plus parlé du coup en bien. Et il a bénéficié d'une aura, je dirais, critique, dont n'a pas bénéficié du tout La Menace Fantôme, qui lui était tellement attendu au tournant que qui aime bien châtie bien, du coup, voilà, il s'est fait défoncer par les critiques et même par les fans hardcore, comme je le disais juste avant. Et du coup, Matrix, lui, en est ressorti un petit peu grandi de cette espèce de bataille, quoi, en gros. Et je me souviens même qu'aux Oscars, l'année d'après, il y a eu en fait les récompenses sur les effets spéciaux et La Menace Fantôme est complètement passée à côté, quoi. Les académiciens, ils ont décidé de pas le récompenser et ils ont quasiment tout donné à Matrix et à d'autres films aussi. Et Menace Fantôme, c'est passé complètement à la trappe, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un effet vraiment Matrix. Mais je le qualifierais pas quand même. Pour moi, c'est même si j'avais adoré le film à l'époque, pour moi, il y a rien qui pouvait remplacer Star Wars. Voilà, Star Wars, c'était beaucoup plus complet qu'un film comme Matrix, par exemple, quoi. C'est un film évidemment que j'adore, et c'est vrai qu'on peut, en 99, dire qu'il y a eu une année Matrix, peut-être bien plus qu'une année Star Wars, quoi, quelque part. Alors maintenant, pour aller un petit peu dans le cœur du film, dans la critique du film même, il y a Romac qui nous dit « C'est vraiment cool de voir l'Ordre Jedi à son apogée, en tout cas dans une bonne situation, après en avoir tant entendu parler dans la trilogie originelle. » Alors ça, je suis totalement d'accord. On nous a beaucoup rabâché dans le 4-5-6 que les Jedi étaient les gardiens de l'ancienne République, etc. On nous a beaucoup vanté les mérites des Jedi, notamment à travers Obi-Wan et tout ça. Et là, le fait de le voir, c'était pour moi hyper jouissif. Alors je trouve qu'on le voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus installé dans l'Attaque des clones, la série Clone Wars et la Revanche des Sith, plus que dans La Menace Fantôme, mais quand même. Dans La Menace Fantôme, on voit bien l'Ordre Jedi, on voit bien Obi-Wan, on voit bien Qui-Gon et tout ça, et on voit bien que ce sont les gardiens de l'Ancienne République qui veillent à ce que l'Ancienne République tourne bien, quoi, on va dire, entre guillemets. Et le fait de voir tout ça, j'avoue que c'est plus un fantasme, quoi. On nous le montre, quoi. Et je trouve que Lucas nous l'a quand même bien montré, et en insistant plus sur ce point, de façon, à mon sens, peut-être plus habile, dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. Alors ensuite, on passe à Kagenomi, qui nous dit « J'aime beaucoup La Menace Fantôme, et notamment sur Dark Maul. » Parce que Dark Maul, attention. Alors moi, j'ai vu que dans les commentaires, vous aimez bien ce personnage, et moi aussi d'ailleurs. Et il n'y en a pas beaucoup qui aiment pas trop. Alors après, on va lui reprocher peut-être un manque de développement, mais justement, c'est ce que nous dit Kagenomi. Le personnage est super bien écrit, il a quasiment pas de développement, mais justement, Lucas nous le montre comme un Sith assassin. On sait qu'il est l'élève de Palpatine, on sait tout ce qu'il faut savoir et pas plus. Il n'est jamais ridicule lors de ses apparitions, il inspire la crainte et en impose grave lors du duel final. Merci John Williams pour la musique aussi. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que effectivement, quand les gens ont vu La Menace Fantôme et qu'ils ont été déçus, ils ont notamment été super déçus par le personnage de Dark Maul. Il y avait le mot Dark dedans, donc il y avait peut-être aussi une envie de revoir du Dark Vador, mais
comme Lucas était parti sur quelque chose de complètement différent, je pense qu'il n'a pas voulu faire justement une réplique à la Dark Vador et qu'il a voulu faire l'apprenti de Palpatine. Non pas un mec qui prend en main des opérations, mais plus un mec qui va opérer dans l'ombre, quoi, un Sith qui va opérer dans l'ombre. Et je trouve que le personnage, il sait pas qu'il est écrit, quoi. On va pas dire qu'il est superbement bien écrit. C'est un méchant, quoi. Mais voilà, c'est comme un ninja, quoi. C'est vachement inspiré de tout ça, moi je trouve, Dark Maul. Et du coup, il en inspire, oui, la crainte. Et surtout qu'on ne sait pas à quel moment il va surgir dans le film, quoi. Et à la fin, au moment de Duel of the Fates et tout ça, quand il arrive et qu'il se bat entre Qui-Gon et Obi-Wan, c'est plutôt bien foutu, quoi, parce que c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, et paf, il déboule comme ça au milieu de d'autres batailles. Et je trouve qu'à ce niveau-là, je trouve que George Lucas, il a bien su gérer son personnage, quoi. Mais sans en faire, oui, une réplique de Dark Vador, ça c'est vrai. Allez, on va passer un petit peu au négatif, là, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas la menace fantôme, donc, on va les écouter. Alors, Fred Salmon, je me souviens de mon sentiment après le visionnage de la menace fantôme, devenu adulte, j'attendais un film mature. Alors, ta critique se découpe en 2 points, je vais répondre un point après l'autre. Alors, premier point, un film plus tragique, presque shakespearien. Or, j'ai eu le sentiment de voir un film ciblé pour les enfants, Jar Jar, la bataille de Naboo, la course par exemple, enlève tout espoir de ressentir du tragique. Oui, c'est vrai que on a un film pour enfants. En même temps, j'ai envie de te dire qu'on peut pas, dès le premier acte d'une pièce, parce que la prélogie, c'est le premier acte d'une pièce, quoi. On peut pas tout de suite être dans le tragique. On sait que le tragique va arriver, puisque on sait comment cette histoire va se terminer. Je parle de l'épisode 3. Mais on ne peut pas démarrer une histoire tout de suite en étant dans la tragédie, c'est impossible. Il faut prendre le temps d'installer les personnages, il faut prendre le temps d'installer une situation, notamment la situation politique, la situation même géopolitique, j'ai envie de dire. Alors oui, on n'est pas dans la tragédie du 3e opus, mais on est dans l'installation de quelque chose, et surtout, le titre qui porte bien son nom, une menace fantôme. C'est-à-dire que c'est pas une menace qui est encore à exécution, c'est une menace qui plane quelque part, et qui est là et qui va amener aux événements de l'épisode 2 et de l'épisode 3. Et en même temps, la tâche ardue pour Lucas, j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas qu'il oublie que Star Wars, ce sont des films aussi pour enfants. On a beau dire ce qu'on veut, le 4, 5, 6 c'était aussi, et même beaucoup, des films pour enfants. Et il faut que là aussi, ils mettent l'ingrédient film pour enfants. D'où peut-être, c'est vrai, cette impression que tu as de voir, oui, un espèce de truc un peu immature. Mais en vérité, c'est peut-être la menace fantôme, à mon sens, un des films les plus matures de la saga. Si on enlève le côté Jar Jar Binks, si on enlève, oui, des fois Anakin qui peut être un peu ennuyeux, mais il y a quand même tout le contexte politique qui est hyper important, qui prend la 2e partie du film et qu'on ne peut pas enlever. Et là, pour le coup, quand t'es enfant, tu regardes ce film, bon, moi je l'ai pas vu enfant, mais je veux dire, les enfants, peut-être qu'ils passent un peu à côté, mais c'est tout le challenge, quoi. C'est-à-dire de garder l'aspect politique tout en étant aussi dans le merveilleux. Et je trouve que le film, à ce niveau-là, il est assez bien géré, quoi. Ton 2e point, c'est sur les acteurs, qui semblent un peu perdus. On y décelait le fait qu'ils ne voyaient pas le rendu final. Ils jouaient devant des fonds verts dans leur jeu, et même dans leur regard, on voyait bien qu'ils ne visualisaient pas l'univers. Tout à fait d'accord. Alors ça, c'est pour moi le gros point noir du film. Et j'ai beau le revoir 150 fois, à chaque fois ça me choque. Qui-Gon, Obi-Wan, quand ils sont avec Jar Jar Binks dans le petit sous-marin et qu'ils se font poursuivre par le gros poisson, par exemple, on a l'impression qu'ils savent plus où ils sont, qu'ils savent pas, qu'ils sont perdus. Même quand ils sont sur la planète et qu'ils rencontrent la première fois Jar Jar Binks, tu sais pas, on a l'impression qu'ils s'adressent à côté. Enfin bon, c'est terrible. On sent vraiment que là, les acteurs n'ont pas de point de repère. Et je crois que même Ewan McGregor, il l'a même dit après en interview, il a dit c'était une catastrophe. Et on le voit bien, quoi, ils savent pas où ils sont, les mecs, quoi. Alors que dans la trilogie originelle, il y avait beaucoup de décors en carton-pâte, en machin, beaucoup de trucs recréés. On sentait qu'il y avait quelque chose vraiment de palpable où les acteurs pouvaient se raccrocher. Là, le problème, c'est qu'effectivement, ils ont l'air complètement paumés, et ce qui peut-être impacte un peu aussi sur leur jeu d'acteur. Moi, je suis quand même toujours convaincu par le jeu d'acteur de Ewan McGregor, je trouve qu'il s'en sort super bien, mais bien plus dans les autres opus. Nathalie Portman un peu moins, et Qui-Gon, on sent qu'il est un peu sur la réserve, mais c'est aussi son personnage de Qui-Gon, je pense qu'il veut ça. Alors, il y a Lagoon Boy sur les points faibles aussi, qui me dit que l'ignoble marionnette
qui sert de Yoda dans la première version du film. Oui, c'est vrai, on avait l'impression qu'elle avait fumé 50 pétards, et c'est vrai que je pense que là, pour le coup, George Lucas a bien fait de faire un peu de révisionnisme, et quand il a sorti les Blu-ray, notamment donc des 6 films, et sur La Menace Fantôme, il a remplacé numériquement la marionnette, en se calquant un peu sur le Yoda de l'épisode 2, et je trouve qu'il a vraiment bien fait, parce que déjà, ça donne une cohérence avec le visuel du 2, du 3 et du coup maintenant du 1. Du coup, on a quand même un Yoda bien plus présentable, parce que la marionnette d'avant, elle était sympa, mais voilà quoi, non, ça ne fonctionnait absolument pas. Toujours dans les points négatifs encore, Lude le Lude, qui nous dit « Scénario mauvais dès le départ, l'acteur qui joue Anakin est insupportable, mise en scène extra plate, et Shmi Skywalker qui est la Vierge Marie. » Alors, sur le scénario mauvais dès le départ, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que George Lucas n'est pas le meilleur pour faire peut-être de bons dialogues. Entre certains personnages, je dis bien, parce qu'il y a des fois des dialogues qui sont assez bons, et notamment sur l'aspect politique. Les dialogues sont bien meilleurs que quand il s'agit de prendre d'autres situations avec d'autres personnages, d'autres Jedi, etc. Et là, tu sens que George Lucas, il a un peu de mal. Et on le verra bien aussi dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 que, putain, les dialogues, des fois, c'est pas des dialogues de l'Empire contre-attaque ou même voire du Retour du Jedi ou d'un Nouvel Espoir, quoi. Mais par contre, sur la construction de son intrigue, moi, j'adhère totalement. Et je trouve que son intrigue, elle est super bien construite. Et c'est pour ça que, non, pour moi, le scénario, il est plutôt bon. Il y a juste pour moi les dialogues qui vont pas. Mise en scène extra plate, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clair que la mise en scène, elle est lisse, elle est fadasse. Bon, c'est pas un metteur en scène, George Lucas. On sent que c'est pas ça qui l'intéresse. Il s'est octroyé le poste de réalisateur sur les 3 films, mais très honnêtement, on sent que c'est pas son truc, quoi. Son truc à George Lucas, c'est un conteur d'histoires, quoi. C'est un mec qui raconte des histoires, qui invente des univers. En tant que technicien du cinéma et de manier une caméra, il fait preuve d'un classicisme qui, à mon avis, n'a pas forcément sa place sur une saga de ce genre. Mais voilà, bon, après, c'est comme ça, il a décidé. Mais c'est vrai que c'est dommage, du coup, cette réalisation empêche réellement, pour moi, le film de prendre des ampleurs, normalement, qu'il aurait dû prendre, à mon sens, quoi. Alors maintenant, dans les mitigés, on a une assez longue critique, là, de Fargot le Palouf. Alors, qui me dit, en gros, que les origines de Dark Vador paraissent édulcorées à l'extrême avec un petit Anakin supposé avoir été esclave, avoir connu une vie dure, mais qui est tout propre sur lui, construit des robots et conduit des Formule 1 à ses heures perdues, rien que ça, et ce qui correspond plutôt à des hobbies de gosses de riches. Et après, tu me dis, en gros, le rythme du film qui souffre de gros temps morts, notamment toute la phase sur Tatooine, en raison du caractère édulcoré de la vie d'Anakin, on ne se réveille qu'au moment de la course de pod, dont on fait tout un plat, alors qu'elle ne sert finalement qu'à changer une pièce de moteur. Alors moi, je sais que cette histoire de course de pod a fait énormément réagir, je suis pas tellement d'accord. Parce que pour moi, la course de pod, elle sert quand même à montrer qu'Anakin, c'est un pilote hors pair. Et pareil, dans le 4, 5, 6, on nous dit tellement que Dark Vador est un pilote hors pair, et on nous le montre aussi, puisque à la fin, dans la bataille de Yavin, tu as Dark Vador qui prend son TIE Fighter et qui poursuit Luke et tout ça. Donc on voit que c'est un pilote voilà, bien chevronné, et je pense que c'était important de le montrer comme quoi, à 8 ans, oui, avec la force, il arrive à être un pilote, comme tu dis, de Formule 1, mais un pilote qui va pouvoir gagner une course énorme avec un engin énorme et voir comment il va se débrouiller. Je pense que c'est pour ça que la course de pod d'ailleurs dure assez longtemps et qu'il insiste vraiment sur ce point-là. Et je pense que c'était indispensable cette course. Pour moi, c'est super important d'insister sur les capacités d'Anakin étant jeune, pour montrer que le mec, il a vraiment la force en lui, et ce qui fera peut-être le méchant le plus redouté de toute la galaxie plus tard. Alors, toujours dans la même critique, comme je dis que c'était un petit peu mitigé, tu nous dis qu'il y avait des éléments plaisants, donc les prestations d'Ewan McGregor, de Liam Neeson, les effets spéciaux que t'aimes bien apparemment, les batailles, les enjeux politiques, stratégiques qui apportent une profondeur en film, mais en définitive, le film manque de réalisme psychologique, contrairement aux opus 4, 5, 6, et notre implication en pâtit. Le film devient un mélange de divertissement et questionnement politique dont l'humain et une certaine vitalité émotionnelle paraissent quelquefois absents. Cette psychologie réapparaît cependant maladroitement dans le 2 et on retrouve presque son niveau de la trilogie originelle dans le 3, sauvant ainsi la prélogie des dérives du 1. Voilà, et donc ta note, tu nous as dit 11 sur 20 sur La Menace Fantôme. Le manque de psychologie sur certains personnages peut nous faire sortir du film aussi, ça c'est vrai, et c'est ce qu'on peut ressentir des fois dans La Menace Fantôme, une espèce de
de rythme, un peu de faux rythme ou de rythme lancinant à cause peut-être de certains personnages qui sont pas bien travaillés sur un plan psychologique. Et ce qui fait qu'on a moins des personnages vraiment ancrés dans un espèce de réel, on a plus des espèces de personnages un peu sortis de nulle part. En tout cas en termes psychologiques, et c'est un peu dommage. C'est-à-dire que, voilà, et comme tu dis, si bien, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, c'est que ce défaut, on va moins le retrouver dans le 2 et dans le 3. Dans la suite, ça va vraiment... Enfin, tu sens que Lucas assume plus la psychologie de ses personnages, qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils, etc. On sépare vraiment les deux choses, et psychologiquement, ça marche vraiment, vraiment beaucoup plus, quoi. On continue avec Manu Desempt qui nous dit « Ce qui est assez drôle finalement, c'est que la menace fantôme ressemble extrêmement à un Disney dans son déroulé et certaines scènes et persos. » Alors oui, effectivement, moi j'ai toujours pensé de toute façon que bien avant le rachat de Lucasfilm par Disney, que de toute façon Star Wars était quelque part apparenté à Disney. Alors je vais m'expliquer, et dans le déroulement alors de la menace fantôme, oui, même dans les autres, 4, 5, 6, etc. C'est-à-dire que George Lucas est toujours revendiqué de l'héritage de Disney, donc ce qui expliquerait aussi pourquoi il a voulu refiler son bébé à Disney et non pas à une autre firme. Et ce qui est à la limite compréhensible, c'est-à-dire c'est pas compréhensible ce que Disney en a fait, mais ce que le geste en fait de Lucas. C'est-à-dire que même quand j'allais par exemple même dans les parcs Disney et tout ça et que je voyais Star Tour à l'époque, donc c'était l'attraction Star Wars dans le parc Disney, ça me paraissait pas illogique parce que le 4, 5, 6 racontait réellement, suivait un petit peu l'héritage qu'a laissé Disney avec tous les contes, etc. La magie, la féerie, les chevaliers, la princesse à sauver, etc., etc. Et c'est vrai que moi j'ai toujours rapproché, si tu veux, l'univers de Star Wars à celui de Disney, sachant que Star Wars c'est plus du space opéra, on va dire du conte moyenâgeux mais dans l'espace. Plus que de la vraie science-fiction comme Matrix qu'on citait tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, ça m'a jamais vraiment choqué de voir ça. Et en fait, George Lucas a toujours dit d'ailleurs que le 4, 5, 6, il l'avait un peu construit comme un dessin animé de Disney. Et on peut même faire un parallèle entre les deux hommes, entre Walt Disney et George Lucas, il me semble assez similaire les deux. C'est-à-dire que Walt Disney, c'était pas lui qui réalisait les dessins animés Disney, mais il faisait confiance à beaucoup d'autres gens, enfin des gens qui avaient du talent pour faire ça. Et lui, il avait cette espèce de talent de pouvoir donner des directives. Il avait des visions, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est deux hommes visionnaires qui savaient l'héritage qu'ils allaient laisser, la puissance évocatrice de leur conte, la puissance émotionnelle. Et en fait, c'est pour ça que ça me paraît pas complètement dingue de comparer Walt Disney, enfin l'univers Disney en tout cas, et George Lucas et l'univers de Star Wars. Donc oui, effectivement, ça ressemble à un Disney. Mais tous les Star Wars ressemblent à des Disney. Moi, je trouve. En tout cas, voilà. Alors maintenant sur l'aspect politique, donc on a le commentaire de Tisiphone qui dit « Ce qui m'a surtout intéressé dans ce film, c'est l'aspect politique. On voit comment Palpatine tisse sa toile en partant d'une simple dispute commerciale pour parvenir peu à peu à son but qui est le pouvoir absolu, but atteint dans l'épisode 3. » Alors voilà, c'est tout à fait ça, c'est vraiment, je trouve, la bonne métaphore. Palpatine qui tisse sa toile, on dirait une araignée quoi, Palpatine, c'est-à-dire c'est vraiment une espèce d'araignée tapie dans l'ombre que tu vois pas arriver, qui en même temps tisse sa toile au Sénat, qui tisse sa toile partout dans le Conseil Jedi, etc. En fait, qui est un peu partout à la fois et qui arrive avec des manipulations politiciennes, avec son esprit très malin, à arriver à manipuler tout le monde et arriver à la conclusion de l'épisode 3. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que le personnage est super bien écrit, je trouve. Il est bien plus intéressant d'ailleurs dans la prélogie que l'empereur dans le 5 et le 6, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit l'ascension d'un homme qui va manipuler tout le monde, qui va profiter de la corruption des uns des autres. Il va même jusqu'à, au début, dans la menace fantôme, faire une commission de censure, etc. Enfin bon, il y a tout un truc, il y a tout un jeu politicien qui se met en place et on a vraiment l'impression de ça, quoi, d'une toile d'araignée dans laquelle il va emprisonner un peu tout le monde. Tout le monde va tomber dans le panneau et il va devenir l'empereur Palpatine, quoi. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec cette métaphore et c'est ce qui m'a toujours fasciné d'ailleurs dans la prélo. C'est pas juste parce qu'il y a des aventures avec des Jedi, quoi. C'est vraiment ce personnage de Palpatine que je trouve super bien écrit, quoi.
Alors après, on a un commentaire de Snake Prodder Steelbook qui nous dit: le thème de la politique est plutôt intéressant et apporte selon moi un plus afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble du contexte historique de la saga. Là aussi, je suis totalement d'accord, et en plus, tu emploies le mot du contexte historique, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand la menace fantôme est sortie, et même le reste de la prélo, on a vraiment l'impression d'un seul coup d'un livre ouvert, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas avec le 4-5-6, c'est-à-dire le passé historique de la construction de l'Empire et de la destruction de l'Ancienne République, de l'anéantissement des Jedi, etc., avec la menace fantôme, on a l'impression d'ouvrir un livre d'histoire, et avec ce film-là, George Lucas donne vraiment un passé, comme on donne un passé, nous, à notre pays, à notre culture, à plein de choses comme ça différentes, qui font que maintenant, on peut parler de Star Wars, oui, comme on parle d'un livre d'histoire, même voir des fois sur certains aspects, un peu, c'est comme si c'était la Bible, quoi, Star Wars. C'est-à-dire que pour certains, ils vont te dire, disons, limite, l'ancienne trilogie, c'est l'Ancien Testament, et la prélo, c'est le Nouveau, enfin, ou l'inverse. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant, c'est rentré vraiment Star Wars comme une histoire qui se déroule sur des milliers d'années, où tu peux prendre plein de personnages, plein de situations différentes, et construire plein de récits autour, comme les récits bibliques ont été construits, comme notre histoire aussi, notre propre histoire a été construite aussi par les hommes, et t'as vraiment l'impression de ça avec Star Wars, et surtout, je pense que c'est la menace fantôme qui amène ça, bien plus que les autres films. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec ce terme de contexte historique. Pascal Eugène, dont j'ai beaucoup coupé la critique, je suis désolé, mais j'ai retenu ça, la fin pas si joyeuse avec l'élection de Palpatine. Alors, totalement. C'est-à-dire que la fin de la menace fantôme, elle est absolument géniale parce qu'elle est totalement trompeuse, quoi. C'est-à-dire que ça se finit façon George Lucas, quoi. Façon épisode 4, avec une espèce de grande cérémonie, en grande pompe, les feux d'artifice, les machins, etc. Les Gungans qui ont réussi, leur plan. Ce qui est super important à retenir là-dedans, c'est qu'au milieu de ces festivités extraordinaires, se cache quand même, oui, Palpatine qui est là, encore là, et justement avec son élection, et qui prend là toute sa place sur l'échiquier galactique, quoi, on va dire. Voilà. Et c'est là où la fin, cette fin heureuse est super trompeuse, et une fois de plus, le film porte bien son nom. Menace fantôme, voilà, c'est le truc qu'on ne voit pas, et personne ne le voit à ce moment-là. Et même nous, en tant que spectateurs, on se laisse un peu avoir par cette espèce de faux happy end, quoi. Voilà. Alors, Rapouch qui nous dit: fan de la première heure, épisode 4 au ciné, je préfère la prélogie. C'est du Star Wars comme Lucas aurait voulu le faire en 77. Ouais, moi aussi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on sent là que George Lucas se lâche totalement sur les effets spéciaux. Tout ce qu'il avait en tête depuis 77, parce qu'il faut voir que les premiers scripts de la Guerre des Étoiles, du premier Star Wars, il y avait Mace Windu, il y avait quelques éléments qu'on voit dans la prélogie, pardon, pas qu'on revoit, mais qu'on voit dans la prélogie, et qui ne pouvaient pas apparaître dans l'épisode 4, puisque son histoire démarrait bien plus tard par manque de budget. Là, on sent qu'il a l'assise qu'il faut, qu'il a tout le budget qu'il faut, et finalement, je dirais que la menace fantôme, c'est sûrement le film, en tout cas la prélo, c'est la trilogie qui s'approche plus de la vision de George Lucas, et peut-être même bien plus du 4-5-6. Alors là, les fans vont me dire, bah ouais, mais normalement, George Lucas, c'était 4-5-6. Oui aussi, c'est vrai, mais je pense que là où il voulait en venir, c'était là. C'était la menace fantôme avec le côté bling-bling, le côté grand palais, etc. Tout le contexte historique qu'il voulait mener, parce que c'est un féru d'histoire, c'est un malade d'histoire, George Lucas. Et tu sens que quand il fait la menace fantôme, il se pose en prof d'histoire. Je vais vous raconter, moi, la genèse de Star Wars, quoi. Voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et on sent qu'il prend un pied fou, non pas à réaliser, mais à raconter son histoire. Alors Solid Snoke qui nous dit: l'aspect politique n'est pas accessible à tous, mais nécessaire pour situer le contexte galactique et les enjeux qui mèneront progressivement à l'Empire, et l'absence de contexte politique nuit à la compréhension d'un grand film comme Star Wars, comme l'a prouvé l'épisode 7. J'ai rien à rajouter par rapport à ça, c'est vrai que voilà, c'est toute la différence entre la prélo et la postlogie 7, 8 et 9 bientôt. C'est que le 7-8 n'apporte absolument pas, ou alors très très peu, ou alors ne fait que reprendre finalement le contexte politique de l'épisode 4-5-6 en l'agrémentant de quelques trucs,
mais il n'y a absolument pas, on sent bien que là, ils sont coincés pour créer, si tu veux, un nouveau contexte politique. Parce que, à part faire de la redite du 4-5-6, il n'y a pas grand-chose à inventer. Alors que George Lucas, en revenant aux sources, en revenant 30 ans avant, bah, il y a de quoi inventer. C'est-à-dire que là, il peut réellement développer un nouveau contexte politique antérieur à celui du 4-5-6, antérieur à celui du 7-8, et construire, bah oui, une nouvelle politique et surtout un avenir à cette politique. Donc c'est vachement plus intéressant. Alors 14 Movie Music, qui lui nous dit « La menace fantôme n'est pas un chef-d'œuvre, mais représente un renouveau pour la saga Star Wars, tout le contraire du réveil de la Force qui reste bloqué dans ses références passées. En bref, je pense que l'histoire du cinéma retiendra plus un film comme La menace fantôme que Le réveil de la Force, qui est juste un genre de reboot. » Alors, par rapport aux références passées, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre une prélo qui va miser sur des événements passés, mais qui renouvelle carrément le genre, et paradoxalement, Le réveil de la Force, qui lui est nouveau, mais qui finalement prend la poussière rapidement parce qu'il ne fait que reprendre des événements qu'on a eus déjà dans le 4-5-6 et les mettre au goût du jour. Donc c'est vrai que à l'heure où Le réveil de la Force, comme tu dis, est bloqué dans ses références du passé, bah, La menace fantôme restera, à mon sens, oui, beaucoup plus, parce que elle a osé inventer autre chose, c'est-à-dire non pas de resservir la même soupe, c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire de resservir la même soupe du 4-5-6, à mon sens, qui n'a aucun intérêt, enfin, pas le 4-5-6 qui n'a aucun intérêt, hein, c'est de resservir la même histoire, comme a fait le 7 et le 8. Lucas, avec la prélo, bah, réinvente son mythe. Voilà, c'est-à-dire que il va inventer des nouveaux mots. Padawan, ça n'existait pas avant La menace fantôme. Il y a plein de choses comme ça, plein de notions intégrées totalement à l'univers de Star Wars, qui sont même devenus limite langage commun, quoi. Quand on dit ah ouais, c'est un jeune Padawan, etc. On sait que ça vient de là, quoi. Mais parce que George Lucas, justement, c'est là la force du film, c'est qu'il a su réinventer son truc, mais tout en contrôlant la base de Star Wars, en restant réellement dans ce qui fait l'ADN de Star Wars, à l'inverse d'un Rian Johnson qui lui a absolument tout massacré. Bah lui reste vraiment dans ce qui faisait la sève de Star Wars. Alors après, le contexte politique, Jar Jar Binks et tout ça ne plaît pas, mais en tout cas, on sent le contrôle de son univers, un contrôle absolu, quoi. Et c'est pour ça que oui, quand tu dis que La menace fantôme restera plus que Le réveil de la Force, moi je suis persuadé aussi, malgré les effets spéciaux vieillissants, malgré tout ça, oui, je pense aussi que de toute façon, La menace fantôme restera bien plus dans l'histoire du cinéma, c'est évident. Le réveil de la Force et tout ça, je pense que tout ça, on l'aura oublié très rapidement. Une fois la vague Star Wars passée par Disney, je pense que ça ne restera pas, très clairement. Alors pour conclure cette vidéo, je vais terminer par Sylvain Barrit, qui lui, finalement, a un petit peu, on va dire, généralisé un petit peu ce qu'on a dit à travers un commentaire qu'il a écrit. Donc, je vous le lis, et puis je vais pas forcément commenter, quoi, parce que pour moi, ça résume bien un peu tout ce qu'est le film. Alors, La menace fantôme est un film complexe et très intéressant dans son projet et ce qu'il fait. Mon avis sur le film, très bon film, particulier et exotique pour du Star Wars. Une structure inattendue, le personnage principal de la prélogie est présenté comme un personnage secondaire. Une péripétie dans le voyage du héros que sont Obi-Wan et Qui-Gon, représentants de l'ordre Jedi. Une nouvelle mythologie, le film est plein de références culturelles intéressantes et complexes. Pour commencer, références filmiques, Ben-Hur, Kurosawa, références politiques. La guerre en Syrie a eu lieu après, certes, mais la situation de blocus de l'information sur le problème en Syrie et la difficulté qu'a eu celle-ci à arriver en Occident, à l'instar de Naboo. Donc c'est une petite allégorie assez pertinente. Critique du système aussi de la multinationale avec les fédérations du commerce, armée et j'en passe. Des effets spéciaux vieux et charmants. Le film marque un décalage avec le reste de l'œuvre de Lucas dans ses effets spéciaux, qui sont comme pour le premier Spider-Man, qui donnent un côté particulier au film. C'est un peu le Harryhausen de Star Wars. Le côté vieux se mêle à l'histoire de la République ancienne. La musique, bien évidemment, et la bataille des Gungans, Naboo, première planète possédant deux peuples opposés dans Star Wars. Les Gungans sont rustres et les Naboo arrogants. La réunification de deux peuples s'oppose déjà à ce que va dire la prélogie par la suite.
Voilà donc pour cette dernière petite critique de Star Wars, la menace fantôme. Voilà, j'espère que toute cette critique vous a plu, que c'était pas trop long. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, partagez-la en masse. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce petit concept. Je vous le répète, si la vidéo fonctionne, on va le refaire, certainement pour la tech des clones et ensuite la revanche des Sith. Voilà, tout dépendra un petit peu de la vie que va avoir cette vidéo. J'espère qu'elle marchera. En tout cas, moi, j'en ferai la pub, c'est sûr. Aussi, à vous de le faire, à vous de jouer. En tout cas, un grand merci vraiment d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent, ceux qui ont envie de rester avec nous. Likez, partagez en masse. N'oubliez pas d'aller aussi sur le lien Utip dans la description de la vidéo. C'est une pub de 30 secondes. Vous cliquez, ça fait une pub de 30 secondes et ça génère des revenus pour la chaîne. C'est important. Moi, je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!